Ils parlent de guerre, mais personne ne veut les suivre. Donald Trump affirme être prêt à frapper l'Iran. Il parle d'attaques imminentes, d'une armada en mouvement, d'un ultimatum. Sur le papier, c'est une démonstration de force, mais dans la réalité, quelque chose cloche. Car au même moment, des pays censés être des alliés commencent à dire non, publiquement. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis annoncent qu'ils ne laisseront pas les États-Unis utiliser leur espace aérien pour attaquer l'Iran. Pas cette fois. Et ce détail change tout. Parce que quand l'espace aérien se ferme, la guerre devient plus compliquée, plus risquée, plus isolée. Et si tu penses que tout ça ne concerne que des dirigeants lointains, détrompe-toi. Ces décisions façonnent les alliances, les marchés et la stabilité globale dont dépend ton quotidien. Trump parle comme s'il contrôlait encore le jeu. Mais les pièces, elles, commencent à bouger sans lui. Et c'est là que l'histoire bascule vraiment. Ce qui se passe ici ne concerne pas un seul discours ni une seule menace. C'est un motif qui se répète. Trump affirme vouloir une attaque rapide contre l'Iran. Mais pendant qu'il parle, les lignes diplomatiques se redessinent ailleurs. En quelques jours, on voit des dirigeants agir comme si l'Amérique n'était plus le centre de gravité automatique. L'Arabie saoudite dit non à l'utilisation de son territoire. Les Émirats arabes unis confirment la même position. En parallèle, au Venezuela, Delcy Rodriguez déclare qu'elle ne veut plus recevoir d'ordre de Washington. Et en Syrie, le président Ahmed al-Shara arrive à Moscou pour s'entretenir avec Vladimir Poutine afin de renforcer leurs liens. Ce ne sont pas des gestes isolés, ce sont des signaux. La question n'est donc pas seulement Trump va-t-il attaquer l'Iran? La vraie question est plus dérangeante. Que se passe-t-il quand un pays agit comme une superpuissance, mais que les autres commencent à se comporter comme si ce n'était plus le cas? Et surtout, qui est en train de combler le vide pendant que Washington hausse le ton? Voici l'affirmation centrale, et elle est lourde de conséquences. Ce ne sont plus seulement des critiques verbales, ce sont des refus opérationnels. La preuve est explicite. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a déclaré au président iranien que l'Arabie saoudite n'autoriserait pas son espace aérien ou son territoire à être utilisé par les États-Unis pour une attaque contre l'Iran. Les Émirats arabes unis ont fait la même annonce. Ce ne sont pas des fuites anonymes, ce sont des positions officielles. Dans une région où l'accès à l'espace aérien est décisif, ce détail n'est pas technique, il est stratégique. Et pourtant, remarque ce qui manque. Aucune annonce de négociation, aucune tentative publique de compromis, aucun effort visible pour sauver la façade de l'Alliance. Pendant ce temps, Trump répète qu'il est prêt à frapper et qu'il veut que ce soit rapide et propre. Mais quand les partenaires clés ferment les portes, ce genre de promesse devient fragile. Et c'est là que le récit change. La menace n'est plus seulement ce que Trump dit, mais ce que les autres refusent désormais de faire. À partir de là, la situation s'accélère parce qu'un refus en entraîne d'autres. Pendant que Washington hausse le ton, d'autres capitales sécurisent leurs arrières. En Syrie, le président Ahmed al-Shara arrive à Moscou et rencontre Vladimir Poutine. Le Kremlin cherche à renforcer ses liens avec la nouvelle direction syrienne. Ce déplacement n'est pas symbolique, il est calculé. Il intervient alors même que Trump affirme avoir eu une excellente conversation avec le dirigeant syrien et se dit très heureux de l'évolution de la situation. Deux récits opposés avancent en parallèle. D'un côté, un discours américain qui parle de contrôle et de relations solides. De l'autre, des images concrètes. Al-Shara à Moscou, Poutine en position d'interlocuteur central et une alliance russo-syrienne qui s'affiche. Ce genre de décalage n'est pas nouveau dans l'histoire, mais il devient dangereux quand il se normalise. Ce qui aurait été perçu autrefois comme une rupture grave devient presque banal. Et c'est précisément là que le risque augmente. Parce que lorsque les gestes comptent plus que les déclarations, le centre de gravité du pouvoir commence à glisser. Et ce glissement prépare l'étape suivante. Voici maintenant l'élément qui rend la situation impossible à ignorer. Les paroles et les actes ne vont plus du tout dans la même direction. Trump affirme publiquement avoir eu une excellente conversation avec le président syrien, le qualifiant de « très respecté ». Fact. Mais presque au même moment, ce même dirigeant syrien est à Moscou en train de renforcer ses liens avec Vladimir Poutine. Fact.
Et ce n'est pas une visite de courtoisie. Le Kremlin confirme vouloir consolider son influence sur la nouvelle direction syrienne. Ce contraste est brutal. D'un côté, Washington parle comme si l'alignement était acquis. De l'autre, les images montrent une Syrie qui se repositionne ouvertement vers la Russie. Inférence. Ce n'est pas une trahison soudaine, c'est une adaptation rationnelle à un pouvoir perçu comme instable. Et remarque bien ce détail, Trump ne dément rien. Il ne corrige pas. Il ne réagit pas. Ce silence est révélateur. Parce que quand les actes des autres contredisent ton récit et que tu continues comme si de rien n'était, tu perds plus que de l'influence. Tu perds la capacité de fixer la réalité. Et une fois que cette capacité disparaît, les crises commencent à s'empiler très vite. Et c'est exactement ce qui se produit maintenant. Les crises ne se succèdent plus, elles s'empilent. D'abord, au Venezuela, la présidente par intérim Delcy Rodríguez déclare publiquement qu'elle refuse d'être un pantin du régime Trump et appelle à régler les affaires vénézuéliennes sans ingérence étrangère. Fact. Presque immédiatement, depuis Washington, le secrétaire d'État Marco Rubio évoque ouvertement la possibilité d'actions militaires supplémentaires contre le Venezuela. Fact. Ensuite, Trump attaque la Corée du Sud, l'accusant de ne pas avoir ratifié un accord commercial qu'il décrit comme essentiel et annonce de nouvelles menaces tarifaires. Fact. La réaction est rapide. Le Canada, par la voix du premier ministre Mark Carney, annonce vouloir renforcer ses liens industriels et militaires avec la Corée du Sud, notamment dans l'automobile et la défense. Fact. Et pendant que ces lignes bougent, l'Europe signe un accord commercial majeur avec l'Inde, présenté comme la mère de tous les accords par la présidente de la Commission européenne. Fact. Chaque épisode pris isolément peut sembler gérable. Ensemble, ils dessinent autre chose, une perte de contrôle accélérée. La vraie question devient alors impossible à éviter. Que se passe-t-il si ce mouvement ne s'arrête pas? Maintenant, ramène tout ça à ton niveau. Pas au sommet, pas au communiqué, mais à ta vie réelle. Quand des pays ferment leur espace aérien, ce ne sont pas seulement des avions militaires qui sont concernés, ce sont les routes commerciales, les assurances, le prix de l'énergie, la stabilité des monnaies. Quand le Canada dit qu'il se détourne des États-Unis pour renforcer ses liens avec la Corée du Sud ou la Chine, cela signifie que des emplois, des investissements et des chaînes d'approvisionnement changent de direction. Fact. Quand Trump menace de nouvelles guerres ou de nouveaux tarifs, les marchés réagissent avant même que quoi que ce soit n'arrive. Inférence. Cette instabilité se traduit par une hausse des coûts et une perte de prévisibilité pour les citoyens ordinaires. Tu le ressens dans les prix, dans l'incertitude économique, dans cette impression diffuse que tout peut basculer très vite. Ce n'est pas une question idéologique. C'est une question de sécurité quotidienne. Et si cette sensation te semble familière, ce n'est pas un hasard. Dis-le en commentaire, parce que ce malaise n'est pas isolé. Et surtout, parce que ce que tu ressens maintenant est exactement ce que ces choix politiques produisent. Pour comprendre pourquoi tout cela était possible, il faut regarder le mécanisme, pas le bruit. Ce qui permet cette bascule, ce n'est pas une décision unique, c'est un système d'incitation. Trump gouverne par pression, par menace, par spectacle. À court terme, ça crée de la tension, mais à moyen terme, ça crée autre chose, de la méfiance. Quand un pays devient imprévisible, les autres cherchent des alternatives. Fact, ils diversifient leurs alliances, déplacent leurs investissements, sécurisent d'autres partenaires. Ce n'est pas idéologique, c'est rationnel. Inférence. Plus Washington mise sur la coercition, plus il encourage le reste du monde à construire des systèmes parallèles. On le voit avec la Russie qui consolide sa position en Syrie. On le voit avec la Chine qui devient un partenaire commercial de plus en plus central pour le Canada et l'Europe. On le voit avec des pays du Moyen-Orient qui refusent désormais de servir de plateforme militaire. Ce qui est troublant, c'est que ce processus se fait sans annonce spectaculaire. Il avance calmement, méthodiquement, et pendant que l'attention est captée par les déclarations choc, l'architecture du pouvoir mondial se réorganise en arrière-plan. C'est là que réside le vrai basculement. Et une fois enclenché, ce type de dynamique est très difficile à inverser.
À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est confortable. La première est celle que Trump semble privilégier. Il continue d'escalader. Il parle de frappes rapides contre l'Iran. Ses conseillers évoquent des actions limitées, contrôlées, fact. Mais de l'autre côté, l'Iran prévient qu'une attaque, quelle qu'en soit l'origine ou l'ampleur, serait considérée comme le début d'une guerre totale, avec une réponse immédiate et sans précédent. Fact. Dans ce scénario, chaque refus d'alliés, chaque espace aérien fermé rend l'opération plus risquée et plus imprévisible. La seconde trajectoire est plus silencieuse, mais peut-être plus profonde. Les partenaires traditionnels des États-Unis continuent d'avancer sans eux. Plus d'accords commerciaux ailleurs, plus de coopération militaire alternative, plus de décisions prises sans attendre Washington. Inférence. Même sans guerre ouverte, l'Amérique se retrouve progressivement contournée. Le danger, c'est que ces deux dynamiques peuvent se nourrir l'une l'autre. Plus Trump menace, plus les autres s'éloignent. Plus il s'éloigne, plus il est tenté de frapper pour reprendre la main. Et pendant ce temps, le prochain mouvement se prépare déjà, hors caméra, dans des salles où les États-Unis ne sont plus forcément invités. Il y a une idée clé à retenir et elle change la lecture de toute cette histoire. Le pouvoir ne disparaît pas d'un coup, il se déplace. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas un effondrement spectaculaire, c'est un glissement silencieux. Trump parle comme si le monde fonctionnait encore sur la peur et l'obéissance. Mais les faits racontent autre chose. Des alliés ferment leur espace aérien, des partenaires signent ailleurs, des dirigeants se rencontrent sans Washington. Fact, inférence. L'influence américaine n'est plus automatique, elle doit désormais être négociée et parfois elle ne l'est plus. Et c'est ça le vrai tournant. Cette séquence n'est pas seulement une crise autour de l'Iran ou d'un tarif douanier. C'est un test grandeur nature de ce qui se passe quand un pays confond le volume avec l'autorité. Le monde ne s'arrête pas, il s'adapte. Et ceux qui regardent seulement les déclarations ratent le mouvement réel. Si tu veux comprendre ce qui vient ensuite, pas ce qu'on te crie, mais ce qui se construit, alors reste attentif, parce que la prochaine étape de cette reconfiguration est déjà en cours. Et on va continuer à la décortiquer calmement, fait par fait.